Comment ça va, Closer? Ouais. Elle s'adore un petit peu. Comment ça va, Closer? Le transfert d'énergie. Quand Hervé il parlait de vente, en fait, c'est vrai que moi, quand j'entends vente, j'entends transfert d'énergie, transfert d'enthousiasme. Et quand je bosse avec des sales, et Dieu sait que j'en ai recruté, j'essaie de regarder ça. J'essaie de savoir est-ce qu'il y a ce transfert d'enthousiasme. Et c'est une des meilleures leçons que j'ai pu apprendre dans ma carrière. C'est est-ce que vous avez cette petite boule d'énergie en vous que vous allez pouvoir transmettre à la fin de la conversation. Et si la personne à la fin de la conversation elle a cette petite boule d'énergie, quel que soit le sujet, vous avez gagné. Donc quand on pense vente, on pense transfert d'enthousiasme. J'ai ma femme qui est en train de lancer un nouveau business et elle recrute son directeur commercial. Elle m'a demandé des conseils et je lui ai dit, est-ce que la personne t'a transféré son énergie, son enthousiasme? Et si la réponse est non, c'est qu'il faut aller chercher quelqu'un d'autre. Donc ça, c'était pour l'anecdote. J'ai absolument aucun sujet préparé, c'est pas du tout professionnel, ce qui fait flipper nos amis organisateurs là-bas, mais c'est pas grave, on va s'en sortir et ça va être sympa, on va passer un très bon moment ensemble. Il faudra juste me couper, sinon je peux parler pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, et je pense que tout le monde a faim, donc à un moment, il faudra couper. Je vais vous partager mon histoire. J'ai eu la chance de vivre des super aventures depuis maintenant une vingtaine d'années, donc je vais vous partager un petit peu ce que j'ai vécu. Il y a beaucoup d'échecs, forcément, il y a quelques petites réussites qui payent pour les échecs, et heureusement d'ailleurs, et amplement, sinon on ne serait pas là. Et je serai là pour répondre à toutes vos questions, et même au-delà. Alors je ne peux pas rester cet après-midi, mais si vous avez des questions, un coup de main. Moi j'ai 3 forces, et tout le reste c'est des grosses faiblesses. Mes 3 forces c'est BizDev, Marcom et réseau. Donc ça correspond un petit peu à ce que disait mon confrère juste avant, donc tout ce qui est commercial. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit avant, c'est-à-dire que quand on est entrepreneur, on doit vendre, on doit se vendre, on doit vendre toute la journée, on doit croire en son produit et de la force un petit peu motrice, donc le développement commercial. Le Marcom, donc marketing, communication, faire rêver, je pense que c'est important, et avoir des idées un petit peu différentes. J'avais un prof à l'ESCP qui appelait ça la différenciation pertinente, trouver des choses un peu hors du commun, et on va en parler parce qu'ils veulent que j'en parle. Et dernier sujet, c'est la force du réseau. Aux États-Unis, on dit, une phrase marrante, on dit « My network is my net worth ». Donc mon réseau, c'est ma valeur, c'est mon patrimoine, c'est ce que je possède, et c'est très vrai. Moi, je l'ai découvert un peu tard, pas trop tard, mais un peu tard, et les réseaux ont fait quasiment beaucoup de choses. Dans ma dernière aventure Excelsior, dans ma prochaine aventure, qui n'a rien à voir, qui est une comédie musicale qui s'appelle Once Upon a Time in Dubai, on pourra en parler si vous voulez, mais tout ce que je fais aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à mes réseaux que j'ai pu cultiver. Je suis d'origine tunisienne et il y a un proverbe tunisien que j'aime beaucoup, que mon grand-père me disait quand j'étais petit, qui dit « D'abord tu travailles pour ton nom et ensuite ton nom travaille pour toi ». Et quand j'ai créé Excelsior, donc ma dernière entreprise, je l'ai fait afficher en grand. C'est-à-dire que les gens qui rentraient, d'abord tu travailles pour ton nom et ensuite ton nom travaille pour toi. Et c'est ce qu'on a essayé de s'appliquer ces 5 dernières années. Back in time, on va reprendre les choses dans l'ordre. Alors déjà, je suis très ému. Pas parce qu'on est au Parc des Princes, parce que je ne suis pas du tout un fan de foot, donc ça ne me touche pas du tout qu'on soit au Parc des Princes, même si c'est un super lieu et que c'est super prestigieux et que ça a dû coûter très cher, je suis désolé. Par contre, je suis très ému parce que j'ai fait mon lycée littéralement à 30 mètres d'ici, puisque je le vois d'ici, c'est le lycée Claude Bernard. C'était pas le meilleur des lycées, alors vous inquiétez pas, je ne vais pas reprendre tout mon parcours depuis le lycée, sinon on ne va pas finir. Mais voilà, ça me fait toujours quelque chose de revenir aux sources, surtout que j'habite plus en France depuis 1 an, donc ça me fait quelque chose. Très rapidement, moi donc j'ai fait un BBA à l'ESSEC, donc un diplôme post-bac, j'ai pas du tout fait de classe préparatoire, j'ai fait un master à l'ESCP et ensuite j'ai monté une start-up dans les services à domicile qui s'appelait Staff avec 2 A et 2 F. C'était un nom terriblement compliqué, donc c'était forcément, on voulait parler du staff, donc les gens qui travaillent pour vous et avec vous, et on l'avait écrit Staff 2 A 2 F. Je trouvais ça cool, ça faisait Yahoo, Google avec les 2 voyelles. Sauf que le gros problème, c'est que personne n'arrivait sur la bonne adresse. Et donc, un petit tip que je peux partager, dont je me suis servi après ce nom, c'est qu'il faut créer des noms de domaine et des noms d'entreprise qui soient très simples. Et comment on voit si c'est simple? Si vous êtes à un dîner, si vous parlez de votre nom d'entreprise à quelqu'un, si la personne l'a retenu comme ça, juste en parlant, c'est que c'est un nom simple. Et tous les sites que j'ai montés, et Dieu sait que j'en ai monté après, c'était des noms extrêmement simples. Je vous parlerai plus tard donc de faitmesdevoirs.com ou d'autres sites comme ça que j'ai montés, un peu insolites. C'était des noms dont on se souvenait après l'avoir entendu une seule fois. Ce nom Staff, c'était tellement bizarre que la personne qui m'a racheté pour pas grand-chose, pour 50 ou 60 000 euros à l'époque, l'entreprise, la personne qui m'a acheté l'entreprise a fait une faute d'orthographe. Elle a écrit staff comme ça s'écrit normalement et pas avec les 2 A 2 F. Donc ça montre que c'était vraiment pas une bonne idée de nom de domaine. Donc j'étais entrepreneur, pseudo-entrepreneur, apprenti entrepreneur. On est en 2007
Et forcément, ben, c'est compliqué. C'est la première entreprise, on connaît personne, on n'a pas de réseau. C'est voilà, c'est l'hymne national. On sait tous que ça commence comme ça. Et les mois passent, les années passent, et le jour de mes 25 ans, mon père il me dit, écoute, entrepreneur c'est cool, mais ça ne paye pas ton loyer apparemment, ça ne te paiera pas un loyer apparemment, donc il faut que tu gagnes ta vie, parce que voilà, tu ne peux pas rester entrepreneur encore 10 ans de plus, donc il faut que tu gagnes ta vie. Donc j'ai commencé à monétiser ce site de service à domicile que j'avais monté, je pensais que c'était l'idée du siècle. C'était pas du tout l'idée du siècle. Et je me suis mis, vu que j'avais une petite amie qui me coûtait très très cher à l'époque, je me suis mis à donner des cours particuliers aux enfants fortunés du 16e de Boulogne. Et c'est très marrant, autre point d'émotion. J'avais un de mes clients, entre guillemets, qui s'appelait Albert Cohen. C'est un alors pas l'auteur, hein, le grand producteur de comédie musicale, que vous connaissez peut-être, qui a fait plein de grands succès. Il avait une maison juste derrière, une Ingesser Écoli, et il m'avait pris pour donner des cours particuliers le soir à ses enfants. Donc en fait, c'était pendant le Roi Soleil ou pendant le Mozart, l'Opéra Rock, il était très très pris par sa vie. Et il m'a dit, voilà, tu vas être finalement précepteur de mes enfants en gros, donc tu vas donner des cours particuliers. Et j'étais payé grassement, j'étais payé, je crois, 100 euros de l'heure. Et je restais 3-4 heures tous les soirs. Voilà. Donc ça me faisait un salaire à côté de ma vie d'entrepreneur qui ne payait pas assez. Et donc, voilà, tous les soirs, de 18h à 21h, je donnais des cours de maths, de français, de tout ce que je pouvais, alors que j'étais très mauvais à l'école, mais bon, il m'avait pris pour ça. Et à un moment, j'ai un de ses enfants, donc un de ses fils, qui s'appelle Victor. Il est 20h, 20h30. On est juste à côté, rue Ningesser-Écoli, donc exercice de maths. Et il me dit, écoute Stéphane, j'ai pas compris ce que tu viens de m'expliquer, ça fait 1 heure qu'on est sur ce problème de maths. Et là, il soupire, il me fait, écoute, fais-moi le devoir et on dira rien à mes parents. Et j'étais tellement désespéré que j'ai fait, OK, je vais te le faire. Donc je lui ai fait son devoir de maths. Il n'a pas eu 20, il a eu 17, donc ce qui est dommage pour moi parce qu'il était, je crois, en 5e ou en 6e. Et donc je suis sorti de là, je croise Albert, donc son papa, il me donne une enveloppe avec beaucoup, beaucoup de sous parce que c'était la rémunération je crois, de la semaine. Et je sors de là et je me dis, waouh, si tous les enfants pensent comme le petit Victor, ou en tout cas les plus fortunés, ben on tient un business, on tient quelque chose. Et moi, j'avais mon truc où je galérais un petit peu avec staff, donc je me suis dit, il y a une offre, il y a une demande, en tout cas dans les beaux quartiers de Paris, donc faisons quelque chose par rapport à ça. Et j'avais un développeur part-time à l'époque, qui n'avait pas beaucoup de travail parce que staff, ça ne marchait pas trop. Et donc, je lui ai dit, écoute, développe-moi une plateforme et on va créer donc ce qu'on a appelé faitmesdevoirs.com. Donc là, on est quelques années avant ChatGPT, donc c'est révolutionnaire au moment où on fait ça. Et l'idée, donc, c'est de faire les devoirs des élèves à leur place. Donc, une marketplace pour faire les devoirs. Et je me suis dit, bon, ben, si j'ai 10 ou 15 clients le premier mois, ce sera déjà super parce que j'avais 0 client sur ma plateforme de service à domicile. Et donc, et je crois que tu voulais que je parle un petit peu de buzz. Donc, ça a été une première opération de buzz malgré moi. Je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un buzz et comment ça fonctionnait. Et donc, j'avais vu un petit article dans TechCrunch, mais la version France qui n'existe plus à l'époque, qui en avait parlé. Et à la suite de cet article, j'ai un journaliste du Parisien, Vincent Mongaillard, qui m'appelle et qui me dit, voilà, je crois que vous voulez monter un site, Fais mes devoirs, dans un mois, vous le lancez, c'est ça. Donc, j'aimerais vous poser des questions. Je dis, bah, allez-y, avec plaisir. Je réponds aux questions. Donc, je dis, voilà, une marketplace de devoirs, maths, français, tout ce que vous voulez. En plus, c'était très, très vicieux parce qu'on permettait aux enfants d'acheter des crédits grâce au téléphone de leurs parents avec des numéros surtaxés, ou d'aller dans tous les cybercafés, acheter des cartes et payer avec. Donc, c'était un truc très tordu. Et donc, ce journaliste a fait un article dans Le Parisien. Et pour moi, Le Parisien, c'était un journal comme un autre. Je ne voyais pas le truc à ce moment-là. Et à la suite de cet article, et ça, c'est bon à retenir en France, en tout cas, Le Parisien, c'est la photographie de la France d'aujourd'hui. C'est pour ça que ça s'appelle Aujourd'hui en France dans l'édition nationale. C'est le principal vecteur de communication des médias en France. Et donc, le lendemain, j'avais une cinquantaine de journalistes, le lendemain de l'apparition de l'article, une cinquantaine de journalistes dans mon bureau qui voulaient en savoir plus sur ce site qui allait faire les devoirs des élèves à leur place. Et à la suite de ça, j'ai eu 3 attachés de presse qui étaient fantastiques, qui s'appelaient Valérie Pécresse, Xavier Darcos et Nadine Morano, qui était à l'époque ministre et qui passaient sur tous les plateaux de radio et télé pour dire surtout, n'allez pas sur faitmesdevoirs.com quand le site sortira. Surtout n'y allez pas, c'est très grave, ça va détruire l'éducation nationale enfant, donc surtout n'allez pas sur faitmesdevoirs.com quand ça sortira. Et donc forcément, ce qui s'est passé se passa. Et donc, je dis toujours qu'on a appuyé sur le bouton, mais on n'a pas appuyé sur un bouton, ça ne s'est pas passé comme ça. On a lancé le site, c'était en mars 2009, et là, le site a pété, bien sûr, et on a eu 1 million de visiteurs uniques
le premier jour sans dépenser un seul centime d'euro. Et on a eu 20 000 commandes. Alors, quand on arrivait à remettre le site, parce que ça n'arrêtait pas de sauter, parce qu'on a eu forcément. J'avais pris un abonnement au VH à 200 euros par mois à l'époque. C'était l'offre de base. Et je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi fort. Et donc, le site a pété. On a eu des attaques pirates. Et en tout cas, ça a été un buzz, mais colossal. Le président de la République en a passé. Ça a fait la une de tous les journaux, télé, radio, etc. Et ça a été un énorme succès malgré moi. Donc, j'ai ouvert le site un jeudi. Je l'ai fermé un vendredi, du coup, parce que j'ai reçu un coup de fil de la part du gouvernement qui m'a dit, qui m'a demandé, on pourra en parler une autre fois, mais qui m'a demandé en gros de fermer le site, sinon il pourrait m'arriver des bricoles. C'était un Martin Scorsese version Sarkozy à l'époque. Et donc voilà, donc j'ai dû fermer malheureusement ce site. Je l'ai ouvert un jeudi, je l'ai fermé un vendredi, malgré le succès. Pour la première fois de ma vie, je rencontrais un début de succès, des millions de visiteurs, des milliers de commandes. Donc pour un entrepreneur, ça veut dire beaucoup. Et, et à la suite de ça, donc, je me retrouve une fois de plus dans l'échec. J'ai quelqu'un qui m'appelle, un type un peu atypique à ce moment-là, donc juste au moment du buzz, vu qu'on fait tous les journaux, télé, radio. Il s'appelle Jean-Baptiste Descroix-Vernier. Alors, si vous avez votre téléphone, vous pourrez regarder Jean-Baptiste Descroix-Vernier. C'était le patron de la tech le plus hype à l'époque. Il vivait sur une péniche à Amsterdam, seul, dreadlocks, kilt, 20 cm de talons, des bouts de verre encastrés dans les talons, Nouveau Testament, iPod, et sur sa péniche, il y avait une cinquantaine de chats qui se baladaient. C'était un peu le Dr Mad, pour ceux qui ont connu Inspecteur Gadget de l'époque. Et il pilotait un groupe qui s'appelait Rentability Web, qui a changé de nom plein de fois et qui a été revendu pour 200 millions d'euros à Natixis il y a quelques années. Et donc ce gars-là, un peu atypique, il me dit, écoute Stéphane, j'ai vu tes opérations de buzz, ton opération de buzz, écoute, rejoins-nous, rejoins Rentability Web, parce que là, tu as l'air un peu entre deux et la vie d'entrepreneur, ça t'a pas trop réussi, donc rejoins-nous. Et donc, il m'a parachuté à la direction de ce groupe, je ne savais pas pourquoi j'étais là et les gens ne savaient pas pourquoi j'étais là non plus, donc c'est bien. Et rapidement, au bout de quelques semaines, je me suis fait une place un petit peu dans ce groupe comme le petit gars de la com. J'avais des idées marrantes. Ils avaient vu l'histoire de Fais mes devoirs, donc que j'avais dû fermer. Mais ils se sont dit, ce gars-là, il est malin, il a des petites idées marrantes qu'on peut peut-être mettre à profit pour notre groupe et pour nos activités. Et 5 mois plus tard, j'ai un type qui s'appelle... Il reste 5 minutes? Ah ouais, ah mais là j'en suis qu'à... à la genèse. Ah, c'est trop dommage. Bon, il faudrait que je revienne alors. Parce que là on est en 2009, hein, on est en 2024. Bon, bah, tu m'as coupé, c'est pas grave. En gros, Cyril Dubrow, il vient me voir. Cyril Dubrow, c'est le gars qui a créé Mailorama, qui était un leader dans le cashback. Cashback, vous faites des achats sur Internet, on vous donne du cash en échange. Comme dans les stations-service, sauf qu'au lieu d'avoir des points, on a du cash. Et il me dit, fais-nous une opération de buzz, quelque chose d'incroyable, parce que là, on plafonne en termes d'acquisition sur Internet. Et j'ai vu Batman, le premier volet de Tim Burton avec Jack Nicholson, film de 89 avec Michael Keaton, où le Joker distribue de l'argent dans les rues de Gotham City. Et ça m'avait marqué, et je me suis dit, tiens, c'est marrant, pourquoi on ne ferait pas ça? Pourquoi on ne distribue pas de l'argent? Puisque finalement, l'argent, c'est le plus petit dénominateur commun. En maths, on appelait ça le PPCM, je crois. C'est-à-dire que c'est un sujet extrêmement fédérateur. Des places pour aller voir Madonna, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. L'argent, il y a peu de gens qui refusent notre marque de distribuer de l'argent, ça avait du sens. Et ce qui était fou, c'était que c'était une opération gratuite, c'est-à-dire qu'on vous donnait de l'argent sans aucune contrepartie. On s'est dit, ça va faire le buzz. Et ça n'a pas loupé, puisqu'il y a eu entre 50 et 100 000 personnes physiquement le 14 novembre 2009 au pied de la Tour Eiffel. Donc ça, c'était la partie physique. Ça a été Gangs of New York, la première scène. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec les gens qui ont des marteaux, les couteaux. Il y a des gens qui venaient avec des machettes. C'était complètement le bazar. Donc ça a été le fiasco sur place, pour ceux qui se souviennent. On a détruit, quoi. Ils ont détruit le 7e arrondissement. Et par contre, la bonne nouvelle, c'est que ça a fait une fois de plus toutes les unes des journaux, etc. Il y a une loi qui a été passée dans le code pénal qui s'appelle la loi Boucris, qui est le volet 3 de la loi LOPSI 2. Donc si pour votre startup, vous souhaitez distribuer de l'argent, vous tombez sous le coup de la loi Boucris, et je ne touche rien, malheureusement. Mais j'espère qu'on passera à la postérité d'ailleurs pour autre chose. Mais donc voilà, donc on a fait cette opération qui a été incroyable et qui nous a fait passer de numéro 5 à numéro 1 dans le secteur du cashback l'année 2009 et qui a généré des millions de marges opérationnelles. Donc très belle opération de buzz. J'ai 1 milliard de trucs à raconter et il doit rester que 2 minutes et c'est très très frustrant très rapidement. Là, c'est le buzz, on va passer au biz. Après ça, j'ai été mis au vert par mon boss, il m'a nommé à la tête des services B2B. J'ai monté une start-up avec Xavier Niel qui s'appelait 2heursavant.com, qui était le kiosque de la Madeleine, mais sur Internet. Donc billetterie de spectacle, dernière minute sur Internet. Très beau succès, meilleure innovation de l'année 2010. On l'a revendu, un petit succès. Après, j'ai tout quitté pour produire une comédie musicale qui s'appelait Robin des Bois avec Matt Pokora.
On n'est pas dans la cible, mais peut-être que vous l'avez vu. On a fait 1 million de spectateurs à l'époque, c'était une belle aventure. Après ça, j'ai monté un fonds d'investissement, le premier fonds d'investissement en France de médias for equity. J'avais pas d'argent, enfin pas beaucoup, et je voulais prendre des parts dans des startups. Donc j'étais voir des groupes médias en disant donnez votre espace, ils nous donnent un peu de parts, et peut-être dans l'eau il y en aura une qui marchera. Donc on a monté Altis Media Ventures. Après ça, je le fais en express. Après ça, j'ai monté une boîte de services du numérique qui s'appelait Ametix, avec 2 associés, Vincent et Patrick. Et les Big Boss nous ont beaucoup aidés à l'époque. On a vraiment grandi ensemble. Les 2 boîtes se sont vraiment entraidées. Et on a vendu Ametix pour plusieurs dizaines de millions d'euros au groupe La Poste en 2017. Donc voilà, moi je suis devenu postier. J'ai prêté serment devant Bruno Le Maire à l'époque. Et d'ailleurs, le groupe La Poste, incroyable. Si vous avez l'occasion de vendre votre boîte à La Poste, c'est des gens bien, ce qui manque parfois. Donc c'est une super entreprise. Donc 2017. 2017, après, il y a ce qu'on appelle l'earn-out. Donc quand vous vendez votre boîte, vous êtes obligé de rester un petit peu. C'est le service après-vente. Donc je suis resté jusqu'en 2019. 2019, j'ai créé une autre boîte de service juste après. Moi, j'ai toujours la peur du vide. C'est-à-dire que j'ai un copain qui m'avait dit, parce que je lui ai dit, est-ce que je prends 1 an de vacances, 2 ans de vacances, toute une vie de vacances? Il me dit, fais attention Stéphane, parce que si tu sors du circuit, tu auras beaucoup de mal à te remettre dedans. Tes contacts, ton énergie, etc. Il m'avait pris l'exemple justement du Club Med. Les gens qui partent plus d'1 an en tant que géo Club Med, ils ont beaucoup de mal à revenir dans le circuit. Ou les gens qui font un tour du monde de plus d'1 an, je crois qu'on les appelle les plus one, c'est très compliqué de se remettre dans le circuit. Et donc, moi, j'ai quitté Ametix un vendredi. Le lundi matin, Excelsior était lancé. Et donc, j'ai monté une autre entreprise de services du numérique, en gros recrutement, conseil, événementiel. Ça a été une aventure incroyable. On l'a monté à peu près 200 collaborateurs et je l'ai revendu il y a 1 an et demi à un groupe qui est coté en bourse qui s'appelle Alan Holman Associates, qui est un gros build-up de l'IT. Et je suis parti m'installer à Dubaï il y a à peu près il y a 1 an. Et d'ailleurs, c'était le deal quand j'ai vendu la boîte. Je disais à tout le monde, c'est marrant comme histoire parce que moi, on pourra en reparler parce que c'est un grand sujet, mais j'ai une passion pour les Émirats Arabes Unis que je ne connaissais pas du tout avant le Covid. J'ai découvert pendant le Covid et je suis tombé complètement amoureux de ce pays. Mais en fait, j'ai fait le confinement là-bas le 2e. J'ai passé 3 mois en 2020 et j'avais lancé ma boîte en 2019. Donc, c'était impossible pour moi de tout quitter et de m'installer là-bas. Mais j'ai dit à ma femme et mes enfants, voilà, dès qu'on peut, je vendrai cette boîte et on viendra s'installer là-bas. Donc, en 2022 ou 2023, je parle avec mon ami Jérémy Bendayan qui est assis là-bas. Et il me parle des opérations financières qu'il fait avec des financiers à droite, à gauche. Et il me parle du concept de LBO que je ne connaissais pas du tout. Il pourrait vous l'expliquer beaucoup mieux que moi, où on s'endette, on fait rentrer des fonds, etc. Et on était à un déjeuner à Levallois, je pense que tu t'en souviens, et je lui ai dit, tu penses que ça peut marcher pour ma boîte? On commençait à faire, je sais pas, 5, 6, 7 millions de chiffre d'affaires. Il me dit, oui, tu devrais essayer. Et j'ai été voir plein de banques d'affaires, et je leur ai expliqué mon projet de partir à Dubaï et de faire un peu de liquidité. Et ils m'ont dit, mais non, toi, ton projet, c'est vraiment de quitter la France et d'aller dans un autre pays. Donc le mieux, c'est pas de faire un LBO, le mieux, c'est de vendre. Donc je vais te présenter des gens. Il m'a présenté des gens. Et je me suis pris 15 portes dans la figure parce que les acquéreurs potentiels n'arrivaient pas à concevoir que le fondateur puisse être à des milliers de kilomètres de l'entreprise. Et je suis tombé finalement sur quelques boîtes, dont une avec qui l'opération s'est faite, qui a validé le projet. Il m'a dit, OK, tu pars où tu veux, mais par contre, tu développes le business pour nous au Middle East. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai monté un bureau là-bas. Donc j'ai fait cette période d'earn-out. C'était un peu moins que 2 ans cette fois-ci, c'était 1 an et demi. Il y a un proverbe qui dit que les bateaux n'ont pas été conçus pour rester au port. Donc ça, c'est l'ancien patron de DocaPost à qui j'ai vendu qui m'avait dit cette phrase quand je lui ai annoncé ma démission. Il m'a dit, je comprends, les bateaux n'ont pas été conçus pour rester au port. Donc j'ai démissionné il y a quelques mois et là je produis un truc incroyable. Je produis un show qui s'appelle Once Upon a Time in Dubai, qui va être la plus grosse comédie musicale made in Asia, made in Middle East, qui s'exportera après aux États-Unis, en Europe et qui sera sur vos écrans sur Netflix dans 5 à 6 ans normalement. Donc est-ce que j'ai plus de temps? C'est très dur, hein, il va couper le micro. J'ai dit que 10% de ce que je voulais partager. Bon, ok. Est-ce que vous avez des questions? Sachant que j'ai pas... Ouais. Oui, 1, 2. Vas-y. Le plus gros risque que j'ai pris, en fait, j'ai pris des risques depuis toujours. Depuis ces histoires de buzz, je suis en prise de risque constante et j'ai peur tout le temps. Alors, ça, je ne devrais pas le dire, hein, c'est un peu paradoxal, mais j'ai depuis 15 ans, depuis 20 ans, dès que je monte une boîte, dès que je monte une opération de buzz,
j'ai passé, mais j'ai créé des événements énormes. Chez Ametic, j'avais créé le concours du meilleur développeur de France, plus gros hackathon, avec Aya Nakamura qui vient chanter Maître Gims, des développeurs qui codent, on a fait des trucs de fou. Et en fait, je me rends compte que j'ai peur tout le temps. Alors, ce qui me rassure, c'est qu'il y a un grand monsieur qui s'appelait Jacques Brel. À la fin de sa carrière, il y a le gars qui lui tend le micro et qui lui dit mais est-ce que vous avez peur avant d'aller chanter Monsieur Brel? Et il dit bah, avant chaque tour de chant, je vomis. Et oui, mais quand vous avez 3 tours de chant, il dit bah avant. Donc, si j'ai 3 tours de chant, je vomis 3 fois. Et donc, je me dis, si un géant comme ça, il a quand même été élu plus grand des Belges de l'histoire, il avait mal au bide avant de monter sur scène, bah, je pense que c'est légitime qu'on ait tous un peu peur et tous un peu mal au bide. Là, je suis sur un nouveau projet. J'étais pas obligé de le faire. J'aurais pu rester à la piscine toute la journée, à la Palme de Jumeirah, dans un contexte paradisiaque. Mais je me remets en question, je me challenge énormément. Et ouais, je suis mort de peur parce que, en plus, ce projet-là, c'est le projet qui m'attend. C'est pas un business, c'est le projet de ma vie. C'est un rêve, c'est ce pourquoi je pense être fait. C'est vraiment l'ikigai, c'est plus qu'une entreprise. Alors, si c'est un succès, voilà, ce serait super de gagner des milliards. Mais l'idée, c'est que je le fais d'abord parce que c'est ce que j'ai envie de faire depuis tout petit. Et tout ce que j'ai fait jusqu'à présent m'a permis d'arriver là, en fait, et de faire ça. Donc, j'ai une pression de dingue. Et ta question, c'était, j'ai un petit peu dérivé. Est-ce que j'ai les plus gros risques? Alors, le plus gros risque, c'était la campagne, justement, Mélorama dont je viens de parler, parce que, clairement, il y a eu des blessés, ça aurait pu aller plus loin. Et tout le monde voulait ma peau. C'est-à-dire qu'après, pendant une semaine, j'étais en couverture de tous les journaux, l'ennemi public numéro un. J'étais la casquette comme ça dans le métro. Et les ministres m'avaient insulté. Barack Obama en avait parlé. C'était vraiment devenu un gros truc à l'époque. Et c'était énorme comme truc. Ça m'a sans doute dépassé. Et en fait, ce qui est marrant, et une leçon, puisqu'on est là pour partager un peu les feedbacks, euh, il y a plein de moments dans ma vie où si tu zoomes, tu dis putain, le mec, il a tout planté, il a échoué, soit businessment parlant, soit sur une opération, oh là là, il n'a pas géré ça, c'est devenu une catastrophe. Mais en fait, rétrospectivement, chaque gros truc que j'ai fait, chaque risque que j'ai pris, ça a porté ses fruits. Tu vois, quand j'ai produit Robin des Bois, la comédie musicale, mes associés m'ont pris alors que j'avais aucune légitimité dans ce secteur parce que j'avais fait cette opération de distribution de billets. Ils en avaient entendu parler dans la journée. Ils se sont dit, il nous faut un petit gars comme ça pour faire des opérations de marketing et pour propulser un spectacle de manière originale. Donc, tous les trucs, c'est un peu ce que dit Steve Jobs dans le discours de Stanford, le commencement speech, que vous avez certainement tous entendu. Il dit, parfois, on a du mal à connecter les points au moment où les choses arrivent. Mais rétrospectivement, ça paraît évident, en fait. Tout est connecté. Et donc tout ce que j'ai pu faire, j'ai eu très peur, j'ai eu très chaud, mais finalement, tout avait un sens, et ça, je le sais que maintenant. Et, euh, et après, tu vois, là, par exemple, sur mon projet, j'essaie de faire les choses voilà, le mieux possible, j'essaie de faire les choses bien, j'essaie de faire les choses de manière très ambitieuse, et après, on verra ce qui se passe. Il y a un proverbe, je parle beaucoup par proverbe et par citation, comme vous avez remarqué, tous mes potes m'appellent Jean-Michel Citation. Euh, les Mormons qui disent dans l'État de l'Utah, il dit Do what's right and let the consequences follow. Fais ce qui te semble bien et tu laisses le reste arriver. Et donc même la veille de Mailorama, donc même s'il y a une émeute, il s'est passé plein de choses dans Paris, je pensais que c'était la bonne chose à faire pour notre entreprise. Je me suis dit on va se marrer, et au pire ça marche pas, ça marche pas. Et voilà, donc grosse prise de risque. J'ai toujours peur, mais ouais, non, je regrette rien. Alors, il y avait juste monsieur, et après à vous. Ouais. Tes clients, ce sont les chefs d'entreprise, c'est ça? Ok. Alors, nous, on a un petit hack. J'en ai 1 million, mais je vais vous en donner quelques-uns. Un truc que j'ai développé. Alors, le fait d'assister au Big Boss, ça nous a donné plein d'idées sur l'événementiel qu'on n'avait pas forcément à la base. Et j'ai créé un concept au sein d'Ameetix que j'ai développé après chez Excelsior. Et ça a plutôt bien marché pour nous. C'est le concept des dîners VIP. Alors, dîner VIP, c'est quoi? C'est vous faites un dîner dans un cadre plutôt sympa. Alors, moi, je le faisais dans mes bureaux à Levallois. On avait des super bureaux. Euh, on fait un dîner avec des gens voilà, qui sont parfaitement dans ta cible. Tu prends un ou deux complices, donc une ou deux personnes qui est déjà chef d'entreprise et qui est déjà cliente chez toi quand même pour dire que ce que tu fais, c'est pas trop mal. Et
Tu fais venir un chef, ça coûte pas si cher que ça, un bon chef. Tu fais venir un speaker. Si tu n'as pas d'argent pour le speaker, tu prends l'auteur du moment sur le sujet dont tu veux parler, tu promets à la maison d'édition que tu vas acheter 50 bouquins et la maison d'édition va mettre la pression au super speaker pour qu'il vienne chez toi. Après, il y a plein de petits trucs que je pourrais te donner. Et tu essaies d'avoir une ou deux figures intéressantes pour que les gens se reconnaissent. Et en fait, moi, ça, je l'ai vendu à plein de gens. Je l'ai vendu même à Dubaï, à Alibaba Cloud. Ici, on l'a vendu à tous les grands éditeurs de logiciels quand ils voulaient cibler des DSI, des DRH, parfois des DG. Et en fait, le succès de ce concept des dîners VIP, c'est trois choses. C'est une bonne bouffe, donc il faut que tu aies un chef sympa, si possible reconnu, avec une belle signature. Je pourrais te donner des contacts pas trop chers et réputés. C'est le fait d'avoir un super speaker, donc c'est l'auteur du management sans peur en ce moment en librairie, etc. Et troisièmement, c'est le fait de networker. Vous allez vous retrouver à cet événement avec notamment, et c'est ce que Hervé d'ailleurs fait très bien avant ces événements, il dit, alors il ne donne pas les noms forcément pour pas qu'on démarche, mais il dit souvent, il y aura le DG de telle boîte, le truc. Et si tu dis, c'est très moutonnier, donc si tu dis, bah, j'ai déjà le DG de telle boîte et le PDG de telle boîte, les gens suivront. Il faut juste faire attention dans les premiers dîners, surtout s'ils ne te connaissent pas, tu auras un taux de no-show assez important et donc il faut remplir un peu plus. Mais globalement, c'est plus facile que de juste prospecter en disant est-ce que tu veux m'acheter mon truc. Et une fois que les gens sont là, ils ne vont pas venir pour toi, c'est sûr, parce qu'ils ne connaissent pas ton projet, ton produit, mais l'idée, c'est qu'ils repartent avec toi. Et c'est bâtir du soft power. Et nous, tout ce qu'on a fait chez Excelsior, qu'on a vendu extrêmement bien et qui a connu une croissance comme ça, c'est que du réseau. D'abord, tu travailles pour ton nom et ensuite ton nom travaille pour toi. Et en fait, voilà, si tu prospectes au téléphone, c'est pas très efficace. Je pense que tout le monde le fait. On a tous maintenant les outils LinkedIn d'automatisation, les bons trucs qu'on connaît. Par contre, ce genre de format, inviter des gens dans un dîner, ça valorise les gens pour peu qu'après tu leur dises on va vous interviewer pour notre podcast qui coûte quasiment rien et qui valorise les gens, ben c'est le genre de petits trucs qui va faire déplacer les personnes qui sont dans ta cible et qui te permettra de vendre. Et si tu le fais dans tes bureaux, je ne sais pas où sont tes bureaux, mais si il y a des petits hints un petit peu partout, des petits indices comme quoi on est chez toi, ben les gens ils vont se dire on est où ici, et c'est l'occasion de bâtir du soft power. Donc on prend... Ouais. En fait, entre vendre ton produit et vendre un dîner, c'est beaucoup plus facile de vendre un dîner d'un chef avec un super speaker. Donc l'idée, c'est le foulard. Tu agites le foulard, chut, tu soulèves le foulard et en fait, il y avait ton entreprise derrière. Alors que si tu parles de ton entreprise, personne ne va venir et les mecs sont sursollicités. Donc moi, je disais à mes équipes, ne vendez pas l'entreprise, ne vendez pas nos services. Vendez un dîner de chef étoilé avec plein de super speakers, plein de super patrons. C'est ça, parce que ça, c'est très facile à vendre finalement. Et une fois qu'ils sont là, après, le champ est libre. C'est un de nos détracteurs qui a dit c'est les lions qui invitent les gazelles à manger chez eux, à venir dîner chez eux. C'est pas très sympa, mais c'est une partie de la réalité. Alors on avait ce monsieur, cette dame, et après à toi, et après à toi. Si on a le temps, les gens qui vont me couper dans pas longtemps. On va faire vite. J'essaie de me souvenir de tout. Déjà, nous, on a créé un format qui est génial qui s'appelle le Grand Quiz Tech. On n'avait pas le droit d'utiliser la marque, mais c'est question pour un champion.
avec Julien Lepers. Je pourrais vous donner le contact. On a créé ça, c'est exceptionnel. Tu fais venir un public de DSI et tu leur dis vous allez jouer au grand quiz IT par exemple, avec des équipes qui s'affrontent et des cadeaux à gagner, votre poids en Kinder Surprise. Ça marche extrêmement bien et une fois de plus, ce que vous vendez, entre guillemets, ça les saoule. Le DSI de Prisma, qui est un bon copain que beaucoup de gens connaissent ici, il me dit je suis contacté 20 fois par jour par des boîtes de services, etc. Donc si tu arrives et que tu dis je veux te vendre mes services, je veux te vendre des serveurs, de l'infogène, tu n'as aucune chance. Donc il faut arriver vraiment à quelque chose de différent. Il faut arriver. Moi j'ai toujours été, en tout cas surtout avec Excelsior, dans la générosité. On commence d'abord par donner, parce que des gens qui veulent prendre, il y en a mais à gogo. Donc je pense qu'il faut être dans la générosité. Ça ne veut pas dire arroser les gens, mais créer des événements, des temps forts uniques, des money can't buy, ce que l'argent ne peut pas acheter. Faire un truc avec Julien Lepers, c'est un money can't buy. C'est une soirée exceptionnelle, c'est très drôle. Le mec, il fait des blagues potaches et tout, c'est très sympa. Et c'est une soirée unique. Et une fois qu'ils sont là, après, tu peux attaquer. Mais il ne faut pas attaquer avant de les avoir chez toi. Il y a plusieurs trucs dans ta question. Il y avait recruter les commerciaux. C'est une galère. Il faut savoir débrancher la prise le plus tôt possible. Moi, j'ai fait plein d'erreurs. J'ai lancé Excelsior en 2019 avec mon propre argent. Ma première recrue, elle m'a coûté 50 000 € de perte parce que je l'ai gardée 8 mois et j'aurais pas dû la garder 8 mois. Mais il y a de l'affect, on a lancé un peu la boîte ensemble. Donc en fait, il faut juste, c'est ce que j'essaie de dire à toutes les boîtes dans lesquelles j'ai investi, dans plus de 53 boîtes, je leur dis juste, je veux une date à laquelle vous débranchez soit ce projet, soit tel commercial. Et vous le dites très clairement, en fait, c'est pas un piège, parce que quand tu fais passer l'entretien, tu dis, écoute, je suis sûr qu'on va bâtir une super histoire d'amour tous ensemble, etc. Par contre, si les objectifs ne sont pas remplis, et là c'est le premier entretien, moi je serai dans l'obligation juste de couper à telle date, c'est dit, c'est écrit, et comme ça, personne n'est pris en traître et la personne ne peut pas te reprocher après de l'avoir fait. Trouver la perle rare, c'est très dur. Nous, on a fait des trucs que mon CFO trouvait délirants, mais j'ai lancé la boîte à Las Vegas avec les 5 premières personnes et j'ai ma famille qui vient d'Arizona, donc on a monté le Camelback à Phoenix. J'ai essayé de faire un voyage un peu initiatique. J'ai essayé de créer des temps forts, des choses un peu uniques, de créer une culture. Je ne sais pas si le terme n'est pas galvaudé aujourd'hui, mais on avait créé ce qu'on appelle les règles du jeu. J'avais créé un livre avec les règles du jeu de l'entreprise. Ce n'est pas de bonne conduite, c'est vraiment ce qu'on peut faire, les temps forts. On avait notre culture, on avait notre tenue, on avait le lieu est très important. Nous, l'Excelsior Embassy, c'est un lieu qui incarne vraiment l'entreprise où les gens se sentaient bien. Tout le monde se pose la question comment avoir des clients et beaucoup B2B. Il y a un truc qui marche aussi, ça fait partie des 1000 tips qu'on pourra partager. C'est soyez généreux avec les gens quand vous n'avez pas besoin d'eux. Je m'explique. Moi, il y a plein de gens, donc on court après, chez Excelsior, on courait après les DSI, parfois les DRH, et ça arrive très souvent, ils sont entre deux jobs, donc ils ont 2 mois, 3 mois, et si c'est des gens de qualité selon vous, c'est à ce moment-là qu'il faut être copain-copain avec eux, il faut tout donner, parce que c'est le moment où personne ne les approche. Donc ils ne reçoivent plus les 20 coups de fil par jour, plus personne ne les appelle, ils sont mis à la poubelle. Et si à ce moment-là vous êtes là, le jour, donc 3 mois après ou 6 mois après, c'est jamais très longtemps, ils reprennent un job, c'est vous qu'ils appellent en premier. Ils se souviennent que vous les avez hébergés. Ça peut paraître débile, mais si vous dites, voilà, je sais que tu viens de partir de Carrefour et tout, j'aimerais te dire que pendant le temps qu'il faudra, tu as ta place chez nous. Tu seras, tu peux faire tes rendez-vous. On peut bosser sur des missions. Donc, à minima, ils sont extrêmement reconnaissants. Il y a peut-être des idées. Nous, il y a plein de projets. Il y a l'ancien directeur de l'UX chez Decathlon. Entre 2 jobs, il est venu chez nous. Et on a fait plein de projets, on a fait des missions, il nous a apporté des clients, et il y a plein de choses géniales qui sont nées grâce à ça. Donc le fait de dire « Ah non, lui, il vient de quitter telle boîte, on le rappellera plus tard », c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Donc un conseil que je peux donner, c'est quand les gens sont entre 2 jobs, si vous semblez être des gens de qualité, c'est ce moment-là où il faut y aller, parce que personne d'autre s'intéressera à eux. Il y avait une troisième question que j'ai oubliée. Ah oui, moi j'ai créé un truc qui s'appelait les dividendes de l'engagement. Dès l'année 1, il y avait un pourcentage du chiffre d'affaires qui était reversé entre tous les salariés. C'est quelque chose qui est pas du tout, c'est pas légal, quoi. C'est pas une appellation légale. C'était dividendes de l'engagement, donc il y avait 20% des bénéfices chaque année qu'on donnait à tous les collaborateurs. À la base, c'était de manière égale et après c'était équitable. Comment? C'est comme un intéressement, sauf qu'on n'avait aucun avantage fiscal. On prenait juste une partie des dividendes et on l'a donné. À la fin, ça faisait 15 000, 20 000 euros par personne en bonus, donc c'est plutôt cool. En fait, c'est si ça marche, ça marche pour tout le monde. Et ça a plutôt plu. Après, sur les parts, non, j'ai rien donné. J'étais un peu barre de fer, comme sur Ametix, et on me l'a reproché.
dans les deux fois en fait sur Ametix et sur Excelsior, donc quand les deux boîtes ont été vendues, j'ai senti un très grand sentiment de frustration de la part de nos équipes, pourtant qui avaient eu un salaire, qui ont eu des bonus, etc. Mais ils voient les dizaines de millions d'euros, forcément, soit la presse le dit, soit ils l'entendent, et ça crée toujours de la frustration. Donc après, si ça vous semble juste, ben c'est bien, mais il faut juste vivre avec ça parce qu'il y a beaucoup de gens même qui vous feront la tête en disant mais je comprends pas, tu as pris autant et tu n'as pas pensé à nous. Et ils ne voient pas du tout la prise de risque, ils ne voient pas du tout qu'on n'est pas, on n'est pas dans le même rôle. Mais moi, c'était difficile parce que j'ai toujours essayé de faire les choses bien, mais il y a plein de gens qui vous reprocheront d'avoir pris beaucoup d'argent alors qu'ils voilà, ils pensaient qu'ils étaient à part égale avec vous. Il y avait alors, dans l'ordre, oui madame, monsieur et monsieur. Ouais. Un tweet. Un tweet. Ouais. Ah, c'est une excellente question parce que on peut prolonger un petit peu ou on est vraiment. C'est le déjeuner après? Non, mais ouais. C'est le déjeuner après, donc si Non, au parce que pire c'est vous mangerez un petit peu vachement moins. intéressant ce que tu dis. C'est la méthode, ce qu'ils appellent en psychologie la méthode retour vers le futur. Moi, j'appelle ça la méthode eulogy. En fait, ce qui vous cherchez votre but dans la vie, et moi, je l'ai cherché pendant longtemps, c'est ça qu'il faut dire. Alors, pas dit comme ça, mais en fait, c'est sombre ce que je veux dire, mais c'est pas du tout, c'est pas pour vous mettre down. Mais en fait, c'est qu'est-ce que dira le gars au moment où vous partirez, qu'est-ce que diront les gens au moment où vous partirez, comment on se souvient de vous. Et moi, en fait, je me pose cette question depuis pas mal d'années. C'est la méthode retour vers le futur, c'est-à-dire que comment tu veux qu'on se souvienne de toi, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver là. Et, euh, et c'est une vraie bonne question. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis complètement fou parce que j'ai fait des choses complètement folles. Et là, je vous ai épargné sur beaucoup de choses, mais vous pourrez le voir sur Google. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un qui réalise mes rêves et, euh, et j'ai la chance de pouvoir les réaliser. Donc j'aimerais qu'on se souvienne de moi comme ça, comme Stéphane. C'est le gars qui voulait réaliser ses rêves, qu'il y arrive ou non, tout simplement. Et il y a Jacques Brel, justement, que j'aime beaucoup, comme vous avez compris, il dit un homme qui rêve ne se trompe jamais. Donc, do what's right and let the consequences follow. Une fois que tu suis tes rêves, en fait, tu n'as rien à regretter. Tu vois, l'histoire de la comédie musicale, désolé, hein, je m'étends, ils vont me détester. Je ne serai pas réinvité, je pense, lors de la prochaine. Mais je ne coûte pas très cher, donc ça va, il n'y a pas de sujet, je crois. Bing. En fait, ce qui se passe, c'est que la comédie musicale, c'est un énorme projet. On parle de dizaines de millions d'euros. Je me relance dans un secteur qui n'est pas le mien, dans un pays qui n'est pas le mien, dans une industrie qui n'est pas celle de l'IT, où j'ai pu faire pas mal de jolies opérations. Et, euh, et j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais si il n'y a personne, et si ça ne prend pas, et si le jour de la première, on a booké une salle de 3000 places pendant 50 jours, donc il y a 150 000 tickets à vendre, et je leur ai dit, mais c'est pas grave, écoutez, c'est pas. Moi, je serais allé jusqu'au bout du truc. J'ai pas dit que ça allait marcher. Mais moi, mon rêve, c'est d'aller au bout du truc. Et une fois de plus, notre ami Jacques Brel, petite note d'histoire, il est donc énorme chanteur, immense chanteur. Vous connaissez les trucs. À la fin de sa carrière, il a dit, moi j'ai un rêve, c'est d'être acteur et d'être metteur en scène. Alors, on ne le sait pas forcément, peut-être vous avez vu L'aventure, c'est l'aventure. Il a fait un film avec Claude Lelouch qui a bien marché à l'époque, donc L'aventure, c'est l'aventure. Et il s'est dit, ouais, c'est ça mon truc, c'est d'être acteur et d'être metteur en scène. Donc après ce film, donc il avait mis sa carrière de chanteur et d'auteur entre parenthèses, il a fait 4 films dont personne ne se souvient, dont un qui s'appelle Le Far West, qui ont été des fours total, qui ont été des échecs, mais cinglants. Il s'est fait allumer par la presse, même si c'était quand même un artiste, le plus grand artiste de son temps. Et on lui a demandé, alors ça fait quoi? Et il dit, mais si je me prends, si je me prends un beat comme ça, bah c'est tant mieux pour moi, mais c'est pas grave. J'ai été jusqu'au bout du truc. Je l'ai fait, je voulais le faire. Il y a les soufis, je ne sais pas si vous connaissez les soufis, en Afrique subsaharienne, ils disent qu'on est tous là pour jouer une mélodie, pour jouer une partition, et qu'il n'y a rien de plus tragique d'arriver à la fin de sa vie sans avoir pu jouer sa partition. Donc moi, je pense qu'on a tous une partition à jouer. Moi, la mienne, je pense que c'est faire ce spectacle. Et c'est ce que je dis souvent. J'ai eu 40 ans, on dirait pas, mais en décembre dernier. Et je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Est-ce que c'est 1 an? Est-ce que c'est 5 ans? J'espère 50 ans. Mais en fait, je me dis, s'il me reste 5 ans à vivre, on m'a dit, Stéphane, entre remonter une boîte de service, donc la troisième, et cette fois-ci prendre, pas tant, mais prendre 200, 300, 500 millions, et avoir un spectacle qui marche juste normalement. Je dis, mais sans hésitation, je préfère réaliser mon rêve, quitte à prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'argent, parce que je pourrais partir tranquille. Euh, le camion de la Brinks, il passe pas les portes de Pantin, apparemment. Donc voilà. Oui, toi, et après toi. Ouais.
C'est une très bonne question. Alors, ça rejoint un truc que je veux dire pour monsieur là-bas. Il y a beaucoup de gens, bizarrement, très importants, très influents, qui répondent aux mails et qui accepteront de vous recevoir. Et ça peut, alors, pas tous, hein, sur 100 personnes, il y a peut-être 3 personnes qui vont vous recevoir, mais sur 100 personnes qui te fascinent, qui t'inspirent, il y a plein de gens qui écriront pas un email. Si toi tu le fais, tu auras 3 réponses. Moi, je suis de nouveau dans le milieu des comédies musicales. Je sais pas, vous connaissez Damien Chazelle? C'est le gars qui a fait La La Land, qui a fait Whiplash, il a des Oscars, des trucs et tout. Je lui ai envoyé un message pour mon nouveau show, il me connaît absolument pas, et il m'a répondu, on va travailler ensemble peut-être pour l'adaptation. Le mec est un génie, il a tout remporté. Il me connaît pas, je suis pas du tout sur ses Wikipédia, sur la partie artistique, donc tout ça pour dire que la plupart des gens, ils écriront pas. Il y a des gens, tu vois, très connus, Philippe Stark, Luc Besson, Xavier Niel, ils répondent. Il répond tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'il va passer le week-end avec toi, mais en tout cas, il prend le temps. Donc déjà, bâtir ton réseau, si tu oses et que tu as quelque chose d'intéressant, c'est pas juste je rêve de vous rencontrer, ça marche pas, mais si tu as quelque chose ça marche. Si tu es, if you want to be interested, you have to be interesting, un truc comme ça. En gros, faut représenter une solution pour les gens. Si tu arrives en disant je peux être une solution pour vous et pas je vais vous prendre de l'argent et vous vendre ce que j'ai à vendre, déjà les gens vont te voir différemment. Si tu proposes à quelqu'un de venir parler sur scène, sur un podcast, tout le monde recherche de la lumière, tous les hommes politiques, tous les économistes, tous les businessmen recherchent de la lumière. Tout le monde a besoin de mettre l'interview sur LinkedIn qui va bien en disant j'ai été interviewé par monsieur, super interview, super podcast. Donc la technique d'Hervé que vous avez entendue avant sur Décideur TV, j'en ai parlé moi à plein de gens depuis une vingtaine d'années, ça cartonne. C'est-à-dire dire à quelqu'un, pas j'aimerais vous rencontrer, mais j'aimerais vous interviewer parce qu'on interviewe les plus grands patrons, etc. C'est un super moyen d'avoir accès à plein de gens auxquels tu n'aurais pas accès normalement, qui que tu sois. Parce que tout le monde cherche de la lumière, on a tous un bon fond de vanité, donc le fait de les mettre en lumière avec juste un podcast qui va te coûter 100 balles de micro et de lumière, ça peut être un moyen d'avoir accès aux personnes que tu veux. Et en fait, il y a un de mes entrepreneurs dans lesquels j'ai investi, Ariel Rosenblum, qui a monté Dreamcatcher Sales, il appelle ça le concept de la dette morale. Quand tu interviews quelqu'un, finalement, il est endetté par rapport à toi parce que tu lui as fait une faveur, tu lui as rendu un service, tu as fait quelque chose de bien pour lui, donc il t'en doit une, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'il va investir dans ta boîte, mais en tout cas, il est à l'écoute et dans l'eau, ça marche. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça. Après, il faut adhérer au bon réseau. Moi, il y a plein de réseaux dont je fais partie qui sont un sacré accélérateur. Mais ça peut venir qu'après parce qu'il y a des conditions à remplir. Il y a plein de réseaux où il faut faire X dizaines de millions de chiffre d'affaires, etc. Mais dès que c'est possible, il faut aller dans ces réseaux parce qu'il y a des gens incroyables et ça va beaucoup, beaucoup plus vite. C'est un phénomène d'accélération. Et après, il faut sortir, il faut passer du temps, il faut aimer les gens, il faut vraiment foncièrement aimer les gens, il faut aimer passer du temps avec les gens et il faut avoir cet esprit en permanence de connexion. Tu vois, moi, quand je vois quelqu'un, même tu vois sur la comédie musicale ou même sur Excelsior, quand je repartais bredouille d'un rendez-vous et que je sentais que ça allait pas le faire et qu'il n'y a pas un truc, je disais toujours à la fin, t'as pas quelqu'un à me présenter qui pourrait être intéressé par mon offre. Et la personne, elle est mal à l'aise de te dire non, de dire ça m'intéresse pas ce que tu me vends. Donc elle va peut-être chercher à dire ok, moi je suis pas la bonne personne, mais tu peux contacter A, B, C et D. Et après tu vas contacter A, B, C et D en disant bah, y a lui qui m'a dit que tu serais la bonne personne pour ce projet. Et donc par ricochet, un rendez-vous raté peut devenir un rendez-vous réussi. Et ouais, donc c'est comme ça qu'on développe le réseau. Mais réseau, on pourra en parler pendant des heures. Oui. On va rester un peu plus longtemps alors pour le talk.
jamais payé pour un événement, honnêtement. Je ne regrette pas l'événement d'aujourd'hui, ça se passe très bien. Maintenant, j'ai une question, parce que tu m'as lancé là-dedans. Faut que je rembourse le billet, c'est ça? Je me méfie toujours. J'ai une dizaine de sociétés dans plusieurs domaines différents. Tu m'avais donné une phrase à l'époque, tu m'as dit, Ben, lance-toi, toi, t'es fait pour tout faire. Et tu m'as dit une phrase. Je t'ai dit, mais oui, mais j'y connais rien. Tu m'as dit, Ben, tous les systèmes sont pareils. Que tu vendes des carottes, des pommes, un logiciel, c'est toujours le même système. Si tu comprends le système, tu en lanceras plein de boîtes. Et aujourd'hui, j'en ai une dizaine. Mais maintenant, j'ai un souci, le temps. Je me suis demandé comment à ce moment-là, alors que tu avais énormément de collaborateurs, tu m'avais présenté une photo avec Bill Clinton, on a énormément échangé, je me suis dit, comment tu as réussi à me donner 3 heures de ton temps, alors que moi, j'arrive même pas à en trouver 10. J'ai même l'impression que les journées sont énormément courtes, je me lève à 4 heures du matin, je dors à minuit, j'arrive pas à trouver le temps. Donc aujourd'hui, j'aimerais Super question. avoir cette... où tu trouves le temps et comment tu le trouves. On a le temps ou on n'a pas le temps? Ah, ils vont me dire. Vous mangerez moins, c'est tout. Vraiment, C'est aussi ok. simple que ça. Ça, c'est un point que je voulais absolument partager avec vous, qui n'a pas forcément à voir avec le buzz. Ils voulaient que je parle du buzz et tout. C'est pas le buzz, mais c'est le meilleur conseil que je peux partager. Et vous allez me prendre pour un fou, mais c'est pas grave, hein, ce sera une fois de plus. Il y a un conseil que je partage le plus souvent possible parce que ça peut paraître mystique, mais ça marche pour moi. En tout cas, ça a marché pour moi voilà, depuis au moins 10-15 ans. Et ça s'appelle le life plan. Est-ce que vous êtes familier avec ce concept du life plan? Ça peut paraître bizarre, hein, attention. Le life plan, c'est quoi? C'est que le 1er janvier de chaque année, vous faites une liste. C'est la liste du Père Noël, c'est la wish list, avec tout ce que vous avez envie d'accomplir. Et là, vous vous lâchez complètement. Vous dites, je veux acheter 3 appartements, je veux monter une boîte, je veux libérer du temps pour mes enfants, au moins 2 heures, il faut que ce soit précis, 2 heures par semaine pour mes enfants, je veux créer ma comédie musicale. Et même les choses les plus dingues, rencontrer le président des États-Unis, même les trucs les plus folles. Et donc, vous faites cette liste au 1er janvier, ou là, maintenant, bon, là, vous pouvez le faire le 1er juillet, ça marche aussi. Faites cette liste. Donc, c'est un Excel. Je pourrais vous envoyer le template, mais c'est vraiment un Excel. Et cette liste, vous allez l'imprimer et vous allez la regarder. Il ne faut pas trop y toucher, hein. Et vous allez la regarder et l'imprimer tous les jours de votre vie. Et ça, je n'arrive pas à expliquer pourquoi ou comment, ça peut paraître mystique, mais toutes 90% des choses qui sont sur cette liste vont se réaliser. C'est ce que les Américains appellent the secret, le secret. Ils appellent ça la loi de l'attraction. Alors moi, je ne crois pas trop à ce genre de truc, je ne suis pas du tout croyant ou quoi que ce soit, mais je me l'applique depuis 10 ans et il se passe des choses bizarres, dans le bon sens du terme. Tout ce que je voulais dans la vie s'est réalisé et je pense que c'est en partie grâce à ce life plan, notamment libérer du temps, mais en fait, c'est incroyable. C'est-à-dire que tu vois, à l'époque, j'avais mis quoi? Quand j'étais petit, j'étais fan de Jean-Claude Van Damme, donc je voulais faire des projets avec lui. Je l'ai rencontré. Tu te rappelles Doc Gynéco dans notre clip? J'étais fan de Doc Gynéco, etc. On a bossé ensemble sur des projets, etc. Des trucs complètement loufoques. Vendre une boîte pour plusieurs dizaines de millions d'euros. Cette année, acheter 3 appartements. Et quand je monte cette liste au 1er janvier à quelqu'un, il rigole, il dit mais perdre 20 kilos, faire 2 marathons, même des choses un peu folles. Et les gens, quand je monte ce document, ils disent « Mais comment tu comptes y arriver ?» Je dis « Je ne sais absolument pas. » Mais il y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'en regardant tous les jours ce document, vous vous rapprochez des objectifs et les objectifs se rapprochent de vous. Quand j'essaie de donner une explication, c'est quelqu'un qui voudrait perdre du poids, je ne suis pas le meilleur exemple, mais qui voudrait perdre du poids, en se pesant tous les jours, on ne peut pas prendre de poids. C'est-à-dire que si tu te pèses 2 fois par jour, tu vois, tu pesais 80, 80,1, 80, à un moment ou à un autre, naturellement, si tu te pèses tous les jours, tu ne vas pas te laisser aller. Tu as un moment, tu vas revenir, tu vas dire, ah, c'est pas possible. Et donc, je pense que c'est pareil avec le life plan. Quand tu as tes objectifs, si tu t'es dit, je cours 3 fois par semaine, ou je veux voir mes enfants, X temps, à un moment ou à un autre, ça te ramène vers tes objectifs. Et si je te montre, alors je ne les publierai pas sur LinkedIn, mais 90% de tous mes objectifs depuis 10 ans, même les plus loufoques, même les millions, etc., ont été atteints grâce à ça. Et je ne sais pas comment l'expliquer, mais je sais que ça se passe. Quand j'étais au milieu d'Amétix, je vivais dans un tout petit appartement, pas très loin d'ici, rue Le Marois, avec ma femme et notre premier enfant. L'appart était vraiment petit et ma femme me dit c'est quoi le plan pour plus tard, on va rester là-dedans, etc. Pour l'instant on se développe, on commence à faire les premiers millions de chiffre d'affaires et peut-être qu'un jour on valorisera cette entreprise et peut-être je pourrai avoir un peu d'argent et on pourra déménager. Et je lui ai dit, donc je commençais à m'intéresser à ce concept, ça peut paraître un peu mystique, hein, ce que je dis, mais je lui ai dit écoute, prends la maison de tes rêves sur Se Loger,
dis-moi ce que tu aimerais avoir comme maison dans tes rêves les plus fous. Et elle a imprimé une maison qui se trouvait à Boulogne avec un jardin. Et donc on l'a imprimé, on l'a mis sur le frigidaire. Et au moment où elle imprime ce truc, je gagne 4 500 € par mois. Donc je suis très loin de pouvoir me payer ça. J'ai pas d'actifs, j'ai un peu d'argent, mais pas plus que ça de côté. On est passé devant cette maison tous les jours, en photo sur le frigo. 6 mois après, jour pour jour, j'ai acheté une maison à Neuilly avec 500 mètres carrés de jardin et une surface incroyable. Mais au moment où elle imprime la photo, rien ne laisse à penser que c'est possible. Donc, tout ça pour dire que ce life plan, vous le ferez, vous le ferez pas. En tout cas, ça coûte pas grand-chose d'essayer, hein, ça vous coûte 10 minutes. C'est quelque chose qui a marché pour moi, ça a marché pour d'autres gens, notamment chez YPO, qui est un réseau de dirigeants dont je fais partie. Quand je partage ce truc, les gens me disent « Tiens, moi aussi, je l'ai fait, etc. » Et je ne sais pas expliquer pourquoi ou comment, mais en tout cas, ça marche. Donc, listez vos objectifs. Ce n'est pas que du business, ce n'est pas que des millions. Ça peut être, ça répond à ta question, passer du temps. Moi, je dois passer 2 heures ou 3 heures par semaine avec mes enfants pour plein de trucs. D'ailleurs, si c'est du temps pour les enfants ou pour sa femme, moi j'ai un truc, je mets des invitations dans le calendrier à l'avance. Tu peux dire, c'est bizarre, pourquoi tu as besoin de mettre une invitation pour passer du temps avec tes enfants? Parce que c'est du temps choisi et c'est pas du temps subi. Tous les soirs, enfin quand je suis pas en voyage, tous les soirs je rentre chez moi, donc je sais que mes enfants vont être là. Si je rentre pas trop tard, je vais pouvoir les embrasser. Et ma femme, je vais la voir normalement, à part si elle sort ou à part si je sors. Mais c'est du temps qui est subi et c'est pas du temps qui est choisi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est du temps où on est fantomatique en fait. C'est du temps on n'a pas choisi d'être là, en fait. On va manger, peut-être ça va être sympa, etc. Les enfants, pareil, et c'est pas du temps qui a été voulu. Donc, on va les coucher, on va se mettre devant la télé. C'est pas du temps qu'on a choisi pour être avec les gens qu'on aime. Et donc, je pense que c'est très important de bloquer des moments en disant ça, c'est notre moment. Et c'est un moment où j'ai envie d'être présent avec la femme, avec les enfants. Et moi, je pense que pour être heureux, la clé du bonheur, il y a le concept du mind map, je ne sais pas si vous connaissez, c'est vous mettez au milieu d'une feuille A4. Et je pense qu'il faut passer du temps avec sa femme, avec ses enfants, avec ses amis, avec ses mentors, c'est très important, avec soi-même. Il y a plein de gens qui disent « Mais pourquoi tu veux que je passe du temps avec moi ?» Parce qu'en fait, c'est la personne la plus importante dans ta vie. Et si tu te délaisses au profit des autres, à un moment, tu vas te prendre le backlash. Donc, c'est très, 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 très important. Et au-delà du mind map, le life plan, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Ça ne coûte pas grand-chose une fois de plus. C'est un document Excel. Je vous invite à le faire. Il y a pas... Il y a comment il s'appelle? Jim Carrey, quand il était pseudo-acteur. Donc voilà, son père avait été licencié, je crois qu'il était comptable, et vous connaissez peut-être l'histoire, c'est marrant. Il s'est fait un chèque de 10 ou 30 millions de dollars au nom de Jim Carrey, pour Jim Carrey, et en bas il avait mis pour bons et loyaux services d'acteurs rendus à la communauté internationale. Et on est avant Ace Ventura, et on est avant The Mask, donc c'est un pseudo-gars, il n'a pas vraiment de track record. 5 ans ou 6 ans après, jour pour jour, c'est le montant exact qu'il a touché pour Dumb and Dumber, qui a été son plus gros cachet à l'époque. Et il a ressorti le chèque, il y a une photo, il est avec le chèque. Et au moment où il fait le chèque 10 millions de dollars, les gens doivent se foutre de lui en disant « Mais pourquoi tu te fais un chèque et tout, tu cours les comédie clubs ?» Et en fait, son rêve s'est réalisé. Tous les jours, il sortait le chèque et il avait cette vision, il avait cette image. Et le life plan, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ne pas se défocaliser des objectifs. Et moi, ça m'arrive parfois. Je ne regarde pas pendant 3-4 jours, je fais « Ah mince, mais ça, je ne l'ai pas fait du tout. » Et ça te ramène, ça te tire vers ce qui compte pour toi. C'est Jean-Paul Getty qui disait la clé du succès, c'est de savoir ce que tu veux dans la vie et de savoir comment ensuite tu y vas. Donc, ce sera tout. Merci beaucoup. Stéphane, merci beaucoup. On aurait aimé en entendre encore plus. Stéphane, est-ce que tu nous permets de transmettre ton adresse mail potentiellement? StéphaneBoukris@gmail.com. Voilà. Je repars à Dubaï fin août pour 10 mois. Et si vous passez aux Émirats Arabes Unis, vous êtes les bienvenus. Donc voilà, vous serez très bien reçus. On vous renverra l'adresse mail une fois de plus quand même. Mais vous êtes les bienvenus. Voilà, super. Merci beaucoup. Stéphane, merci beaucoup.